Bonsoir et bienvenue sur Athénée Noctua, votre podcast de philosophie du vendredi soir. Nous nous retrouvons ce soir pour aborder le thème de l'image qui est au programme des classes ECG et ECT cette année. Et ce thème, je l'aborderai ce soir à travers la notion d'utopie et des images de type utopiste. L'utopie est un terme qui est composé de deux mots grecs, u et topos, qui veut dire littéralement « nulle part et le lieu ». C'est donc le lieu qui n'existe nulle part. Il est donc la fabrication d'une image qui ne renverrait à aucun modèle existant. Rien, nulle part dans la réalité, ne serait à l'origine de l'utopie, puisque l'utopie, c'est cet espace qui ne renvoie à rien d'autre qu'à lui-même, un espace que vous ne trouverez, si vous voyagez loin, nulle part. Pour autant, et c'est ce que nous essaierons de montrer, cette image fabriquée de l'utopie, elle n'est pas sans lien avec la réalité, et elle la prend comme un modèle paradoxal. En effet, produire une utopie n'est ni s'abandonner à un usage complètement loufoque, fantaisiste de l'imagination, ni pour autant fabriquer une image à partir d'un modèle qui serait la réalité, ce qui est existant. C'est un entre-deux que cette image utopiste. En effet, elle emprunte à l'imagination, mais une imagination qui ne se laisse pas aller à toute fantaisie, qui n'est pas débridée, qui ne produit pas des fictions improbables, invraisemblables. De la même façon, même si c'est une image qui ne renvoie à rien d'autre, puisque c'est l'image d'un nulle part, elle n'est pas sans un certain réalisme. Elle a même quelque chose de très rationnel en elle, ce qui la rattache sans doute aux images classiques de la Renaissance, travaillées par des exigences de rationalité et de réalisme. Le terme même d'utopie est emprunté à l'ouvrage de Thomas More, M-O-R-E, Utopia. Utopia est un récit où More décrit la vie des habitants d'une île qui est l'île de nulle part. Ce texte a connu une fortune singulière, parce que ce type de récit est devenu un genre littéraire qui a perduré durant de nombreux siècles. On peut créer des utopies. Et si notre époque semble caractérisée par la ruine de l'utopie, elle marque encore de son empreinte des projets de ville, par exemple. C'est pour cela que cette image a pu avoir une incidence sur le réel, ne serait-ce que dans des projets urbains, urbanistiques. Donc, comme je le disais en introduction, ce genre littéraire de l'utopie emprunte à deux sources, l'imaginaire et la raison. Tous deux éléments qui nourrissent également, non pas seulement le genre littéraire, mais également le genre pictural de l'utopie. Et je travaillerai avec vous au commentaire d'une image d'utopie très célèbre qui s'intitule « La vue de la cité idéale », peinture qui se trouve à l'heure actuelle au Palais Ducal à Urbino en Italie, et que l'on attribue à deux artistes, Francesco di Giorgio Martini, M-A-R-T-I-N-I, et Luciano Laurana, L-A-U-R-A-N-A. Donc, des deux sources de l'image que je viens d'évoquer, je travaillerai d'abord la première, l'imaginaire. L'imagination qui est à l'œuvre dans une utopie n'est pas quelque chose qui va produire un espace extraordinaire, indéterminé, exotique, ni se projeter au-devant de la vie comme la science-fiction pourrait le faire ou le roman d'anticipation, ni donner à voir un monde merveilleux du fait de la présence de forces naturelles, fantastiques ou féeriques. L'espace de l'utopie n'est pas un espace fantaisiste et loufoque. L'usage de l'imagination qui y est fait ne consiste pas à produire un monde irréel, ce qui permettrait de distinguer par exemple l'utopie du monde fantastique, de la littérature fantastique ou des images de fantaisie. On n'est pas chez Tolkien, il n'y a pas de petits hommes aux oreilles pointues, d'elfes ou de hobbits-bourgs, ni d'arbres vivant dans une vieille forêt et se déplaçant, ou de volcans aux nuages de cendres permanents où l'on forgerait des anneaux magiques. Lorsqu'on est en utopie, on n'est pas sur la terre de Sauron ou de Mordor. On est dans quelque chose qui est une construction de l'imagination qui se retient. L'image ici a une dimension de réalité. Cependant, cette réalité, on ne saurait précisément l'identifier, la situer d'un point de vue géographique, par exemple. Elle est connue, elle est décrite par les voyageurs des utopies. Par exemple, le monde de l'utopie, inventé par l'utopiste, n'est pas présenté comme tel,
comme un monde singulier sortant de l'imagination de son auteur. Il est présenté comme l'objet d'une découverte. On sent bien sûr l'influence des grands découvreurs, des grands voyages au long cours à la fin du XVe siècle ou au XVIe siècle. Puisque c'est par voie maritime que l'île d'Utopie est découverte, par des hommes qui sont des aventuriers, très semblables à Amerigo Vespucci ou à Christophe Colomb. Le personnage, par exemple, décrit par Moore dans Utopia, le héros de l'Utopia, s'appelle Raphaël Itlodé. Itlodé, ça s'écrit H-Y-T-H-L-O-D-E-E. C'est un mot important puisque Itlodé, littéralement, signifie habile à raconter des histoires, terme forgé sur des mots grecs. Donc on entre d'emblée dans la dimension de narration, de mythe, de création d'un univers qui est imaginaire. Pour autant, ce héros est un navigateur portugais humaniste qui sait le latin, qui sait le grec, et qui a suivi le grand navigateur florentin Amerigo Vespucci à travers des voyages dans le Nouveau Monde. Mais au lieu de revenir avec Vespucci qui se languissait de la vieille Europe, eh bien ce personnage de Raphaël Itlodé va poursuivre le voyage, l'exploration, et va découvrir des milieux plus ou moins hostiles, des États plus ou moins bien administrés, et la seule société saine, dit-il, qu'il ait rencontrée, c'est Utopia. Utopie, donc, qui nous est décrite dans cet ouvrage de l'Utopia de Moore. Cet espace, on le constate, il est une image. Il est d'abord l'image mentale, la fabrication d'une société qui corresponde parfaitement aux grandes aspirations de l'être humain, à son idéal. On peut dire que l'utopie, c'est d'abord l'image d'un idéal. Le philosophe Aristote, dans la Poétique, dit que l'on peut produire des mimésis, des imitations, de réalités qui soient ce qui est, ce qu'on dit être, ou ce qui doit être. Et au fond, l'utopie participe tout à fait à cette troisième catégorie de la mimésis aristotélicienne, une image de ce qui devrait être, d'une société telle que l'humain aimerait un jour la rencontrer pour vivre en son sein. Si l'être humain fabrique des images, éventuellement des utopies, c'est parce que la réalité ne le satisfait pas et qu'il a besoin de se projeter dans une réalité qui corresponde davantage à ses attentes. L'utopie n'a donc pas pour seul but une visée littéraire ou une visée qui serait de nous transporter dans un monde imaginaire hors la banalité, hors nos contraintes ou les pesanteurs du monde, de créer une sorte d'espace d'évasion ou d'univers fictif qui s'animerait selon des règles qu'on aurait soi-même fixées comme un jeu. Non, l'intention est essentiellement politique et sociale. L'image, fabriquée par l'utopie, nous renseigne dès lors sur l'idée du bonheur que se fait une époque. Il s'agit d'imaginer un monde heureux, c'est pour cela qu'on parlera à propos de l'utopie d'une eutopie, littéralement E-E-U, donc avantopie désigne ce qui est bon en grec, ce qui s'opposera bien sûr à la dystopie, c'est-à-dire à ce qu'on pourrait appeler une contre-utopie, donnant à voir une cité invivable aux structures sociales injustes par exemple. L'utopie, c'est donc le lieu qui est bon et qui traduit l'espoir de voir le bonheur découler de structures sociales qui seraient différentes. Et lorsque Raphaël Itlodé découvre Utopia, il découvre précisément cette société merveilleuse dans laquelle tout homme souhaiterait exister. Comment dès lors créer cette image du bien ? En proposant une lecture du réel. En effet, tout à l'heure, je suggérais que l'utopie avait quelque chose de fondamentalement réaliste en elle. Et en effet, les caractères de l'utopie sont tributaires du réel. L'utopie, du point de vue des vastes pouvoirs de l'imagination, c'est une œuvre assez décevante quand on y pense, d'une originalité assez faible, puisqu'elle est le résultat le plus souvent d'un seul et même procédé, l'inversion. On prend les caractères de l'espace réel, on les nie, on les inverse et on obtient les caractères principaux de l'utopie. Les caractères de l'espace utopiste ne sont que la négation des caractères des espaces existants. Et la société décrite inverse les aspects des sociétés humaines de l'histoire. On peut prendre le terme de spéculation pour caractériser cette inversion, puisque le speculum, qui désigne en latin le miroir, nous donne une image de nous-mêmes inversée de droite à gauche. On pourrait aussi, même si c'est anachronique, faire le lien avec le négatif en photographie, où tous les espaces blancs renvoient à une réalité noire, et inversement. Cette inversion est radicale.
le renversement a quelque chose de subversif. L'écriture d'Utopia, par exemple, de Moore, suppose la critique de l'ordre social existant, et donc toute une approche d'abord d'analyse de ce qui est, d'observation de la réalité. Le modèle, dès lors, fonctionne comme un contre-modèle. La société empirique, avec ses turpitudes, ses caractères illogiques, ses aberrations, est ce que l'utopiste ne doit surtout pas imiter. Tout sauf ça. Contre-modèle ou modèle négatif, la réalité produit une image qui est plus belle que le réel même. Si bien que l'utopie perturbe le rapport habituel entre le modèle et l'image. En général, on considère que l'image n'est pas à la hauteur du modèle, qui le dépassera toujours, qui sera toujours plus riche d'un point de vue ontologique. C'est le cas inversé ici pour l'image utopiste, qui est réputée être si belle, bien plus belle, que la réalité politique dégradée que les gens expérimentent au quotidien. D'un point de vue politique, cette inversion est assez limitée. L'utopie est assez peu imaginative en matière d'idées politiques ou économiques. En général, les utopies empruntent beaucoup au projet platonicien de la République, à cette idée d'une politique qui serait davantage en accord avec la morale, inverserait, par exemple, les luttes de pouvoir en des rapports plus harmonieux, dépasserait les conflits d'intérêts, prônerait une société agraire en accord avec la nature, une vie plus frugale qui contredirait les désirs de luxe, par exemple, des sociétés existantes, ou pour ce qui nous concerne, renoncerait aux excès de la société de consommation, par exemple. Le penseur du XXe siècle, Émile Cioran, C-I-O-R-A-N, dans son ouvrage intitulé « Histoire et utopie », résume à lui seul tous les enjeux de l'utopie en ces termes, je le cite. « L'utopiste tente de refaire l'Éden avec les moyens de la chute. » À travers cette phrase concise, Cioran dégage l'essentiel. Nous cherchons le paradis perdu. Nous sommes dans un rapport à du paradisiaque, il est derrière nous et nous vivons avec les moyens de la chute, c'est-à-dire nous sommes des pécheurs. Notre société est loin d'être exemplaire. Et nous sommes en quête de quelque chose qui serait épuré, qui reviendrait à l'Éden. Mais un Éden moins innocent que celui décrit dans la Bible, puisqu'il aurait intégré la culture, il serait le propre d'êtres humains cherchant à vivre ensemble, c'est-à-dire qui aurait le souvenir lointain de cette vie idéalisée, et n'aurait pas tout à fait renoncé à la possibilité de rebâtir un Éden, c'est-à-dire un paradis terrestre, et pas seulement, comme la plupart des chrétiens, d'attendre le paradis céleste. Cette utopie, d'autre part, et ce sera le deuxième moment de cette analyse, elle fait appel à la raison. Si bien que l'opposition banale entre image et concept ou imagination et raison n'est pas pertinente ici. Une utopie, cela peut être tout à la fois littéraire et rationaliste. Et alors que les sociétés réelles, empiriques, sont aberrantes et souvent illogiques dans leur démesure, par exemple, eh bien les sociétés imaginaires, les utopies, sont dotées d'un fort ordre rationnel. L'utopie, c'est d'abord un espace qui est organisé, un monde de régularité, ce qui produit les conditions de sa pérennité. Une utopie doit être un espace qui doit durer, voire même un espace intemporel. En tout cas, il devra résister à l'altération, à la contagion de l'histoire. Et c'est en quelque sorte, cet espace qui est toujours le même, l'espace rationnel et homogène par excellence. Dans les utopies, une large place est donnée aux mathématiques, à la proportionnalité, à la symétrie, à la musique. C'est une société qui est ordonnée par la raison, qui associe politique et rationalité pour fabriquer le meilleur des mondes. Elle échappe de ce point de vue-là, cette utopie, au travers de la politique réelle, qui est une politique passionnelle, un champ d'affrontement d'intérêts violents, un lieu de confrontation d'intérêts personnels, de volontés particulières. Comment se traduit donc cette rationalité dans l'utopie ? Eh bien, souvent par un urbanisme très rigide. La ville d'Utopia doit incarner dans son organisation même l'ordre humain. La ville, ça n'est pas un espace naturel qui est laissé à l'abandon des forces de la nature. C'est un espace qui a été organisé, qui est le fruit de l'activité humaine. Y règne donc la symétrie, des habitations qui doivent être uniformes pour éviter de susciter le sentiment d'inégalité sociale, puisque avoir la même maison que son voisin évitera de susciter la convoitise, par exemple. Uniformité des habitations, donc, mais aussi planification stricte de ces villes, qui sont des lieux
de réunion. Il y a toujours une grande place publique, par exemple, autour de laquelle sont organisées les habitations individuelles. Dans la vue de la cité idéale de Martini et Laurana, dont je parlais en introduction, c'est tout à fait ce schéma qui est employé, un schéma empruntant aux mathématiques, à la géométrie, avec des lignes droites, des quadrillages rectilignes, des cercles, des amphithéâtres, des formes pures. Une ville de cet ordre doit avoir quelque chose d'ordonné et surtout d'éviter toute anarchie. C'est pour cela qu'elle a une taille régulière, un nombre de familles relativement constant. La géométrie et l'arithmétique s'inscrivent dans cette réalité pour lui donner sa régularité. Par exemple, dans le texte de Moore, les rues de la ville d'Utopia font toutes 6,5 mètres de largeur. Tout est mesurable dans cette ville qui comporte 6000 familles, sachant qu'une famille est conçue en un sens très large avec une quarantaine d'adultes et 15 enfants en général. Le nombre d'enfants n'est pas limité, mais on évite un trop-plein, c'est-à-dire des familles trop nombreuses. Le nombre serait en quelque sorte la pure manifestation de l'intelligible. Tout est régi par le nombre. Et cette rationalité ne se limite pas aux choses, les rapports humains sont eux aussi régulés. L'ordre public administre tous les rapports humains pour éviter par exemple le gaspillage, assure un contrôle social de la sexualité et de la natalité pour éviter des fluctuations de la natalité, toute forme de déséquilibre, organise même les loisirs, la vie privée est quasi inexistante puisque l'homme est d'abord un citoyen et donc doit s'adonner à des loisirs qui soient promoteurs de cette citoyenneté, une sorte d'éducation à la citoyenneté. Dans l'Utopia, la maison n'est pas du tout un espace privé. Il n'y a pas de propriété privée sur cette île. On change de logis par rotation tous les 10 ans pour ne pas s'attacher à un espace particulier et croire qu'on serait le repropriétaire de cette maison. Le travail lui aussi est organisé, les hommes travaillent 6 heures par jour, se lèvent à 6 heures, ont des cours intellectuels de 6 à 9, travaillent de 9 à 12, prennent un repas à la cantine en commun, il n'y a pas de repas à la maison, se reposent jusqu'à 15 heures, puis travaillent de 15 à 18, jusqu'au prochain repas commun. Quant aux loisirs, ils sont éducatifs ou édifiants, comme la pratique des échecs, la lecture, des batailles arithmétiques. Si à présent on se penche sur la représentation plastique de ce genre de cité utopiste, comme l'ont fait donc Martini et Laurana dans la vue de la cité idéale, on constate que les mathématiques sont omniprésentes. Et en effet, elles ont influencé toute une politique d'urbanisation qui caractérise la Renaissance. Suite à l'arrêt brusque du développement des villes anarchiques de type médiéval, du fait de crises démographiques ou économiques, ou du fait de la Grande Peste au milieu du XVe siècle, on a cherché à produire des villes qui soient d'abord plus salubres et qui soient différentes, dont le plan serait théoriquement défini pour rationaliser la vie sociale et l'améliorer. C'est donc grâce à tous les outils de la culture humaniste et classique, en particulier donc les mathématiques, qu'on a pu opérer cette rationalisation. À la Renaissance, les peintres, les architectes se nourrissent des humanités. Il n'y a plus à opposer de manière radicale les arts mécaniques, auxquels en général on les rattachait en tant qu'ils fabriquaient des objets matériels, et les arts libéraux d'autre part, dont les mathématiques seraient l'un des points centraux. On les articule, on considère que pour fabriquer une image, il ne faut pas qu'elle ne soit que matérialité, il faut qu'elle soit orientée par toute l'abstraction des arts libéraux, qu'elle soit influencée par exemple par les mathématiques ou encore la philosophie. Les réalités empiriques concrètes seraient ainsi le fruit d'une projection intellectuelle. Il y aurait dans les villes une origine intellectuelle au projet général qui les constitue. Raison pour laquelle on utilise beaucoup dans l'Antiquité le plan, ou encore le plan en 3 dimensions, une espèce de petite sculpture en bois des différents bâtis d'une ville, qu'on appelle le modello, M-O-D-E-2-L-O, et qui est à l'origine bien sûr de notre concept de modèle. Une ville à la Renaissance, elle cherche d'abord à produire quelque chose qui soit durable, et elle s'attaque à des schémas plutôt gothiques qui produisaient les grandes flèches de nos cathédrales par exemple, susceptibles de s'effondrer, qui n'auraient pas une base suffisante. Alors on fait le choix souvent dans cette architecture inspirée de l'Antiquité à la Renaissance, de la massivité, d'une forme de pesanteur, d'un grand ancrage au sol avec des formes stables comme des carrés, des rectangles ou des cercles. Dans la vue de Laurana et Martini, il y a des formats de ce type. D'abord,
la représentation de la veduta, de la vue, c'est-à-dire du format particulier de ce tableau, est très horizontale, très peu verticale, et cette forme tout en largeur donne une impression de stabilité inébranlable. Les bâtiments d'ailleurs sont de base rectangulaire ou assez proche du carré. Ils évoquent l'éternité qui était recherchée par des architectures millénaristes, dont la recherche était la durée dans le temps, la solidité à toute épreuve. La cité idéale, elle ne meurt pas, contrairement aux cités humaines mortelles. Et pourquoi ? Parce qu'elle accorde aux êtres les plus raisonnables, les plus justes, les plus modérés, le soin d'élaborer la société idéale elle-même, travaillée par cette rationalité. Et en effet, au commencement de l'utopie, il y a un architecte qui est Hippodamos de Milet. Hippodamos, H-I-2-P-O-D-A-M-O-S, et Milet, c'est la cité grecque, M-I-L-E-T. Ce dernier donnait à voir les fondements moraux, de justice, de l'organisation sociale de la cité. Une ville devait être organisée rationnellement pour être durable. Et on sait que Hippodamos de Milet a inspiré Platon lorsqu'il produit dans les lois, dans son texte intitulé « Les lois », une espèce de portrait de la cité idéale, d'autre part abordé de manière plus théorique dans la République. Dans ce texte des lois, Platon donne à voir par exemple une place publique centrale, une sorte d'unité architecturale aussi de tous les bâtis, une défense du périmètre de la ville par non pas des murailles, mais des habitants vertueux et courageux. Dans un même ordre d'idées, la vue de la ville idéale de Martini et la Orana propose une symétrie parfaite, une structure quadrangulaire ou circulaire des édifices, une domestication des espaces puisque le sol est carrelé, une gestion des ressources puisqu'il y a un puits au milieu de la place publique. Ce projet, cependant, reste un projet idéal, un modèle théorique, parce que la Orana a été l'un des architectes du duc d'Urbain et sa vue de la cité idéale ne correspond pas aux travaux qu'il a pu accomplir dans la ville d'Urbain. Certes, le duc d'Urbain était un homme cultivé, un humaniste qui se piquait de philosophie platonicienne et aurait pu avoir le désir de construire cette cité idéale, qui a l'air d'être vide d'ailleurs et attend des citoyens tout neufs, ou peut-être sont-ils occupés à gérer les affaires communes dans le temple central qui est représenté. En tout cas, en réalité, la ville d'Urbain n'a connu qu'un développement architectonique assez peu cohérent, comme toute ville médiévale préexistante. Alors il est vrai que Luciano Laurana a travaillé à la transformation du vieux château de la ville en 1465. Son travail a précisément consisté à apporter un peu plus de régularité dans cet ensemble architectural et à faire un ensemble plus clair, aux lignes plus pures ou plus harmonieuses, travaux qui ont été achevés à sa mort par Francesco di Giorgio à partir de 1479. Dans la vraie vie, l'idéal souvent cède face aux exigences du réel. Et le concepteur de cette vue idéale a produit un projet qui est assez éloigné de celui du château d'Urbain. Ne serait-ce que parce qu'un duché, ça n'est pas quelque chose de démocratique, et que dans la place qui est représentée par la Orana et par Martini, il y a un centre de vie administrative et civique extraordinaire, qui a presque la forme d'un soleil qui ouvrirait sur des rues autour de lui comme autant de rayons. Les artistes, ici, ont mêlé un projet urbanistique à un projet plus politique, où la vie sociale se ferait en un centre public, dynamique, où les hommes se retrouveraient. Pour autant, et je finirai mon analyse par ce point, cette ville de la Orana et Martini, elle est étrangement vide. Pas d'homme pour lui donner un peu d'âme, pour lui donner quelque chose d'un peu humain. Elle fait presque peur, cette ville froide. C'est en effet que l'idéal, la représentation idéalisée des choses, est en rupture ici avec la réalité. Cette ville idéale fait peur, elle est tellement froide, tellement glaciale sans les hommes qui pourraient l'habiter. Mais dès que des hommes viendront l'habiter, qu'apporteront-ils avec eux, si ce n'est leur intérêt privé, leur volonté d'en découdre, des conflits éventuels, quelque chose d'extrêmement passionné, passionnel. On ne change pas les hommes au prétexte qu'on leur fabrique une cité idéale. Pour autant, les plans des architectes ou des urbanistes ne sont pas sans vertu, et l'on sait combien la fabrication de l'espace peut modifier, patiemment certes, des comportements qui manquaient de civisme.
créer un espace où se retrouver, créer des voies de circulation pour les faciliter ces rencontres, n'est pas aberrant et peut même participer à transformer profondément nos comportements humains. L'image peut peut-être avoir une incidence sur la réalité. Cette analyse s'achève, je vous remercie de l'avoir écoutée. Si vous aimez ce travail, n'hésitez pas à le soutenir en mettant un petit pouce en l'air ou en parlant autour de vous. Je vous dis à très vite pour philosopher un peu à l'heure bleue avec moi.